Maintenant, beaucoup. Julien, on va Merci. changer de sujet, même si on reste dans la santé. On se chouchoute aujourd'hui particulièrement et on va se pencher sur la santé des femmes enceintes. À présent, plus précisément sur ce qu'elles peuvent faire ou non vis-à-vis des médicaments. C'est notre dossier santé du jour. Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. Alors pour nous éclairer sur ce sujet du bon usage des médicaments pendant la grossesse, nous accueillons tout de suite le docteur Christelle Ratignier-Carbonneil. Bonjour. Bonjour à vous deux. Alors vous êtes la directrice générale de l'ANSM, l'Agence nationale du médicament, qui a donc lancé cette année une campagne d'information sur le bon usage des médicaments et la grossesse. Une page Facebook aussi a été lancée hier, Médicaments et grossesse, avec plein de conseils pratiques. Alors première question, pourquoi maintenant est-ce que les femmes enceintes ne sont pas assez informées selon vous ? Alors en effet, nous avions déjà lancé le premier volet en juin et je crois que nous en avions déjà échangé. Nous en avons échangé en effet sur votre antenne. La nécessité d'informer de manière plus précise les femmes et notamment les femmes enceintes ou les femmes avec un désir de grossesse. Nous avons réalisé une enquête en novembre 2019 et en novembre 2020 pour voir aussi l'impact notamment de la première vague de la crise Covid. Et on voit que de manière générale, les femmes se sentent informées, mais quand on creuse un petit peu, on a seulement que 3 femmes sur 10 qui considèrent qu'elles sont suffisamment informées de manière précise sur les risques médicamenteux pendant la grossesse. Donc oui, il y a un besoin d'information, un déficit, et il faut aller au plus près, en effet, des femmes, et pas que des femmes. Et on le reverra, j'imagine, juste après. Quand on est enceinte, alors pourtant, on redouble de vigilance sur tout ce qu'on consomme pour protéger son bébé, bien sûr, mais pourtant, il y a de nombreuses femmes qui ont des comportements risqués, parce que vous dites, bon, elles sont informées pas suffisamment, mais quand on regarde les actes, les attitudes, finalement, il y a des chiffres qui témoignent finalement de beaucoup d'incompréhension ou d'erreurs, en tout cas. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a pu mettre en évidence et qui nous a évidemment interpellés. On a des comportements d'automédication, alors qu'en effet, lorsque l'on est enceinte, on ne fait pas les choses seul. On demande à son professionnel de santé. C'est une des 4 règles d'or en effet de notre campagne. On voit la différence entre premier enfant et deuxième enfant. Et ça s'améliore pas. Ça s'empire même. Ça je s'empire. crois, on a 36% des femmes lors du premier enfant qui vont prendre un médicament de leur propre initiative sans demander conseil à leur professionnel de santé. Quand on est sur le deuxième enfant, on est quasiment à 50%. Parce que elles l'ont fait la première fois, ça s'est bien passé, donc bon, c'est pas grave. On prend la confiance, quoi. Voilà, tout à fait. Donc c'est vraiment, on lève la main en fait, et on comme on est souvent un peu plus laxiste avec le deuxième, on veut soi-même avec la deuxième grossesse, pareil, quoi. Mais donc c'est en effet interpellant. Mais d'ailleurs, c'est quoi les principaux problèmes qu'on pourrait avoir si on ne faisait pas attention ? Alors, donc sur les médicaments, les effets que l'on a en effet pendant la grossesse, on a 4 grands risques. On a ce qu'on appelle les effets malformatifs. Donc ça va impacter en effet le développement. On va avoir par exemple un bec de lièvre ou alors des anomalies cardiaques par exemple. Là, on est plutôt sur le premier trimestre de la grossesse lorsqu'il y a la formation des organes. Et donc en termes de médicaments, je pense à la thalidomide, à l'isotrétinoïne, vous savez, pour l'acné, ou le valproate pour antiépileptique, ou alors aussi certains immunosuppresseurs utilisés notamment lorsque l'on est greffé, le mycophénolate. Ensuite, vous avez les effets phétotoxiques et donc ça va impacter la croissance en effet notamment des organes avec un faible poids à la naissance ou alors des atteintes rénales ou des atteintes cardiaques. Là, on est sur des médicaments assez commun, les fameux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc ça, c'est un petit peu compliqué comme terme. Mais si je vous dis ibuprofène, ça parle à tout le monde, diclofénac, aspirine, forcément. C'est des choses vraiment qu'on a tous dans notre pharmacie familiale. Très courantes, ou alors des médicaments utilisés dans le cadre de l'insuffisance cardiaque ou de l'hypertension. Donc ce qu'on appelle les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, c'est des mots un peu barbares, ou notamment des sartans. Troisième type d'effet, ce qu'on appelle les effets néonataux, donc vraiment à la naissance, et qui sont en fait liés soit aux médicaments en tant que tel, ou à la privation, en effet, du médicament pour le bébé auquel il a été exposé pendant la grossesse. Et donc là, c'est plutôt au moment de l'accouchement ou à la toute fin en effet, de la grossesse, des antidépresseurs par exemple, ou d'autres molécules. Et puis vous avez les effets à distance qu'on ne voit pas à la naissance, mais qu'on voit en effet beaucoup plus tard. Au moment où l'enfant rentre à l'école, exactement, ou des troubles cognitifs ou autres. Et là, c'est à tout moment. Donc en fait, c'est pas un médicament et à un moment, c'est vraiment être vigilant constamment en effet, sur le médicament et en fonction du moment où on le prend pendant la grossesse. Une petite idée reçue aussi qui circule, c'est qu'il y aurait des stades de la grossesse où c'est moins grave de prendre tel ou tel médicament. Non, vraiment, c'est pas le message. C'est ce que je viens de dire. Malformatif, c'est premier trimestre de la grossesse. À n'importe quel stade de la grossesse, il peut arriver un pépin. Deuxième trimestre, troisième trimestre, donc c'est pour ça. On n'est pas seul. Moi, j'avais juste une petite question quand j'étais enceinte, c'était il y a longtemps, me direz-vous, mais quand même, j'avais l'impression que je pouvais prendre que du paracétamol. C'est vrai ça ou pas ? Alors,
La même chose, en effet, je pense que c'est un sujet où il faut essayer d'aller au-delà des croyances, comme vous l'indiquez là. On se pose la question et on pose la question à son professionnel de santé. Typiquement, donc en effet, l'ibuprofène, c'est compliqué, évidemment, à partir du 6e mois de grossesse, mais même sur le 1er et le 2e trimestre, il faut vraiment être très vigilant. Mieux éviter, si on il peut. vaut mieux éviter. Alors, l'objectif, c'est pas non plus 0 médicament. C'est pas on a le droit d'avoir mal au dos quand on est enceinte, mal au dos, mal à la tête, etc. Mais pour autant, on échange avec son professionnel de santé, son médecin, sa sage-femme, son pharmacien, et on se pose la question. Et pour le paracétamol, oui, on peut le prendre, mais c'est, y compris quand on n'est pas enceinte, c'est la dose la plus petite, le moins longtemps possible et le moins fréquemment possible. C'est la bonne façon de faire, en fait. Merci beaucoup, docteur Attigné-Carbonneil. On reste évidemment encore ensemble. Ne bougez pas, on vous délivre aujourd'hui toutes les précautions à prendre vis-à-vis des médicaments lors d'une grossesse. Car oui, on peut se soigner quand on attend un bébé, heureusement, mais il peut y avoir évidemment des adaptations à faire. Toujours à décider avec un professionnel de santé. On vous explique tout sur Europe 1. Bien fait pour vous sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on prend soin de votre santé, particulièrement en ce moment même, on s'intéresse au bon usage des médicaments durant la grossesse, car beaucoup d'erreurs en pratique ou d'idées reçues circulent encore, et donc on fait le point avec le docteur Christelle Ratigné-Carbonneil, directrice générale de l'ANSM, l'agence du médicament. Alors Christelle, le message principal quand même dans cette campagne lancée par l'agence, c'est enceinte, demandez toujours conseil à un professionnel, quel que soit le comprimé, le sirop, le spray, mais alors vers quel professionnel on se tourne en premier recours quand on a une question de ce type? Alors, on a la chance en France d'avoir énormément de professionnels de santé de proximité. Vous avez votre médecin général, votre médecin traitant, votre médecin généraliste, vous avez votre sage-femme et vous avez votre pharmacien. Donc, en effet, on a la chance d'avoir ce maillage territorial qui est extrêmement important. Donc, lorsque l'on est, à la fois quand on a une prescription, on a une pathologie chronique aussi, puisque voilà, on a le droit d'être enceinte aussi, hein, lorsqu'on a une pathologie chronique, c'est quelque chose d'important, mais on n'arrête pas seul son traitement non plus, parce que cela peut être évidemment avec des conséquences importantes. Imaginez une personne qui est traitée pour de l'asthme, elle arrête son traitement, c'est évidemment extrêmement impactant pour elle et évidemment pour le bébé, pour le fœtus, ou par exemple une personne épileptique ou une personne diabétique, arrêter son traitement en effet antidiabétique toute seule, c'est pas possible. Donc on demande conseil, y compris aussi en automédication, on fait pas seul, on va voir son pharmacien, on échange et donc on conseille. Et évidemment les professionnels sont là pour vous conseiller. Il y a quand même une femme sur 2 ayant un projet de grossesse dans l'année qui en fait part à son médecin. Est-ce que vous pensez que les médecins qui suivent ces femmes en âge de procréer devraient avoir toujours ça en tête à chaque prescription? Parce qu'en fait, elles pourraient tomber enceintes à tout moment, ces femmes-là. Tout à fait, et c'est la raison pour laquelle notre campagne est évidemment une campagne destinée aussi au grand public. Donc je le disais tout à l'heure, aux femmes, mais pas qu'aux femmes, à l'entourage, aux coparents, aux familles, évidemment, et aux professionnels de santé. Et donc, dans les médias, en effet, que nous utilisons, et notamment les nouveaux territoires de communication, puisque là, nous avons une page Facebook, nous avons aussi un partenariat avec des influenceuses sur Instagram, nous avons des podcasts, des interviews, et les interviews sont à la fois des témoignages de patientes, mais aussi de professionnels de santé, de médecins généralistes, de pharmaciens, de sages-femmes, avec 2 déclinaisons pour le grand public et aussi pour les professionnels de santé. Sûr. Donc les professionnels parlent à leur pairs, en effet, et c'est ça qui est important pour être alerte et être vigilant, et également aussi avoir cette consultation préconceptionnelle qui est important, préparer sa grossesse. L'anticipation. Voilà, l'anticipation. On est toujours mieux armé, déjà quand on échange, on est plus intelligent. Il y a très peu de situations où on ne pourra pas du tout tomber enceinte, on est d'accord, il y a toujours une solution, une adaptation à trouver, mais il faut en parler. Il faut en parler, notamment sur les pathologies chroniques aussi. On peut envisager d'autres classes médicamenteuses, d'autres médicaments. Oui, parfois, il suffit de changer la molécule et il n'y a plus de risque pour le bébé. Et pour cela, il faut en parler et il faut anticiper. Mais il y a aussi, là on parle des maladies chroniques, tout ça, mais il y a aussi les maux de la grossesse. Et ils sont nombreux, il y a le nausée, troubles du transit, le sommeil, tout ça. Alors, je sais que c'est pas une maladie, hein, la grossesse, mais quand même, est-ce qu'on peut prendre des médicaments, des choses qui sont autorisées pour ces troubles? Parce qu'on en a tous chez nous des solutions pour ces petits troubles-là, pour les nausées, j'ai ce qu'il faut, pour le mal de dos, j'ai ce qu'il faut. On va pas dans son armoire à pharmacie et on va pas piocher en disant ah bah là oui je ne me sens pas très bien, j'ai une ancienne ordonnance. J'ai une ancienne ordonnance. Ça on ne fait pas. Jamais. Par contre, jamais. On ne fait pas. On va échanger avec son professionnel de santé, possiblement en effet évidemment de manière très très aisée le pharmacien, mais aussi le médecin généraliste ou la sage-femme, et on échange. Et évidemment l'objectif c'est ne pas laisser la femme enceinte avec ses migraines, ses maux de ventre ou ses nausées. Mais on se pose la question et évidemment, on échange et on voit ce qui est adapté. Et on fait attention à quelquefois, on va dire, des usages. On se dit, tout ce qui est naturel, l'homéopathie, les huiles essentielles, pas de problème. Non.
Il faut faire attention. L'homéopathie, il y a de l'alcool. Ah oui. Il y a de l'alcool dedans. Donc l'alcool, pendant la grossesse, c'est pas bien. Les huiles essentielles, par exemple, la menthe poivrée, qui est utilisée notamment dans le cadre notamment de nausées ou autres, lorsque l'on n'est pas enceinte, c'est un neurotoxique. Donc pendant la grossesse, c'est pas de menthe poivrée. Ça va être dangereux pour le cerveau du bébé. Donc, donc il faut échanger avec le professionnel de santé, les experts qui sont là en fait et qui vous conseillent. Donc si je résume, docteur, pour toutes les femmes enceintes ou qui comptent l'être bientôt et les papas aussi qui nous écoutent, on ne prend rien quand on est enceinte sans avis médical. Mais sans avis d'un professionnel de santé. Ouais, donc rien. Non. Et on lève la main et on se pose la question. Et quand on a une pathologie chronique, on en échange évidemment, on voit ce qui peut être adapté et on n'arrête pas seul son traitement non plus. Ça, c'est un point qui est majeur. On va rentrer dans les bobos de l'hiver, les rhumes, les rhinos, tout ça. On est enceinte, on peut avoir ce genre de problème aussi. On est d'accord parce que ces médicaments notamment qu'on va prendre quand on n'est pas enceinte, qui sont sans ordonnance. Bien sûr, on en a peut-être à la maison, je ne vais pas les citer, mais bon, on voit de quels médicaments je parle, tous ces trucs rapides là. Ça, on ne prend pas non plus. Non, on prend ce sont des médicaments, même s'ils sont sans ordonnance. Exactement, ce sont des médicaments. Et donc vous avez l'expert du médicament qui est le pharmacien. Donc vous avez accès à une officine, on a un maillage territorial important en France, donc vous passez la porte d'une officine qui est toujours ouverte, vous passez la porte, vous échangez, vous indiquez, et le plus tôt possible aussi. On a aussi un usage, aussi en France, c'est on dit rien avant les 3 mois de grossesse, on dit pas, c'est un usage un peu social, évidemment. Dans le risque de fausse couche est un peu plus important souvent. Par contre, à son professionnel de santé, quand on va consulter un dentiste, n'oubliez pas de le dire. Surtout, on le dit dès que l'on sait. Voilà, on le dit dès que l'on sait. Et donc, les compléments alimentaires pareil, il faut aussi échanger avec le pharmacien, notamment c'est dans le cadre d'officine en effet. On échange avec le pharmacien et donc pour avoir ses conseils. On ne fait pas les choses seuls. Quelque part un verbatim assez simple, on est toujours plus intelligent à plusieurs. Ça, c'est sûr. Toujours plus intelligent à plusieurs. Donc, on demande conseil. Tout à l'heure, vous disiez, évidemment, on a le droit de souffrir d'une maladie chronique et tout d'un coup d'avoir un désir d'enfant, bien sûr. Et donc, on est sous traitement, on se pose la question, on anticipe, d'autant plus qu'il y a quelque chose qu'on ignore parfois, mais il y a des médicaments qui sont ce qu'on dit à libération prolongée, qui vont rester longtemps dans l'organisme. Par exemple, on parle de quel type de médicaments? Et pour l'anticipation, du coup, ça peut être combien de temps à l'avance, quoi? Alors, la majorité des médicaments, c'est en quelques heures ou quelques jours l'élimination. Pour d'autres, c'est beaucoup plus long. Par exemple, si je prends le cas de l'isotrétinoïne, j'en parlais tout à l'heure, le traitement de l'acné, avec des effets malformatifs, c'est un puissant tératogène. Il faut au moins avoir, après l'arrêt du traitement, une contraception d'au moins 3 semaines, le temps de l'élimination complète. Donc c'est important. On a d'autres médicaments, notamment dans la sclérose en plaques, où c'est encore plus long. Ça peut être plusieurs mois. Et donc on voit bien que c'est quand on prend un traitement, qu'on a un désir d'enfant, on y va, on fait le point sur combien de temps il faut attendre avant cette grossesse. On est mieux armé une fois qu'on anticipe en fait. D'accord. Donc c'est vraiment c'est dans ce sens-là. Mais parfois, docteur, il est nécessaire d'arrêter complètement son traitement, j'imagine. Dans quel cas, par exemple, et comment on fait alors? Toujours la même chose, on échange avec son professionnel de santé, voir si c'est possible d'arrêter, ou si ce n'est pas possible d'arrêter, de voir quel autre médicament, et on adapte en fait les choses. Et donc on est là en effet pour identifier ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, vers quoi on se retourne en effet en termes de médicaments, ou en termes d'autres thérapeutiques aussi, et on construit en effet on va dire une trajectoire qui permet de pouvoir à la fois évidemment assurer le bénéfice en effet pour la patiente qui notamment a une pathologie chronique, et évidemment les bénéfices et limiter les risques pour le bébé. Sur les médicaments aujourd'hui, il y a un pictogramme qui est comme, j'allais dire comme sur les bouteilles d'alcool, mais oui, il y a quelque chose qui prévient effectivement vis-à-vis des risques par rapport à la grossesse. Est-ce que ce pictogramme est suffisant? Est-ce que cet affichage il est perfectible encore? Qu'est-ce qu'on va faire là? Alors c'est un outil parmi d'autres, comme à chaque fois en fait. C'est-à-dire que voilà, je ne pense pas qu'il existe un outil où c'est l'alpha et l'oméga. Donc c'est un outil parmi d'autres et qui permet d'inciter au dialogue entre le patient et le professionnel de santé. Quand on voit en effet les différents pictogrammes sur la boîte, ça permet en effet de pouvoir avoir ce dialogue, et c'est un outil parmi d'autres. Dites-moi, docteur, une question un peu peut-être bête, mais le médicament que prend le géniteur, enfin le papa, est-ce que ça compte? Oui. Aussi également. Bon oui, parce que si cela en effet... Non, mais non, il n'y a jamais de question bête. Déjà, par définition, il n'y a jamais de question bête. Et en effet, si il y a la capacité de cette molécule de traverser, en effet, le sperme notamment, par définition, c'est important. Typiquement, un futur papa qui est traité par testostérone, ça passe en effet au travers du sperme, et donc, par définition, cela peut engendrer une pilosité excessive pour le futur bébé à naître. Donc c'est anticipé à 2
ces risques voilà, des anticipe médicaments. En effet, déjà, évidemment, on en parle dans le couple par définition, hein, donc dans le cadre de la coparentalité. Et ensuite, on en échange avec ces professionnels de santé. Toujours la même chose, on anticipe et ensuite cela permet de pouvoir avoir évidemment un développement et une grossesse qui soit le plus serein possible et le plus accompagné. Très bien. Merci beaucoup, Dr Ratiné-Carbonnet, pour toutes ces précisions sur ce sujet très important. On a bien compris le message et le slogan. Enceinte, les médicaments, c'est pas n'importe comment. Pour plus d'informations, je rappelle votre site très bien fait, www.médicaments au pluriel et grossesse.fr. Merci encore.